Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Pour l'amour d'une reine de Elodie Morgan, publié aux éditions L'Alsacienne Indépendante. Dans ce tout petit roman, nous allons partir pour la cité de Séphar, située dans le désert subsaharien. Cette cité s'étend sur des dizaines de kilomètres et est le plus imposant royaume souterrain que la Terre n'ait jamais abrité. La journée, grâce à un système de miroirs et de reflets, le soleil perce la voûte terrestre à travers des ouvertures au-dessus des têtes des anthropomorphes nocturnes et diurnes qui y résident. Et la nuit, c'est au tour des rayons lunaires d'être réfléchis. La ville des pierres est une très belle cité de jour comme de nuit. C'est dans cette citadelle que nous allons rencontrer Kitra, une guérisseuse fennec devenue comme sa mère avant elle, la grande Vulpès. La renarde des sables est en plein travail et attend son disciple, H, quand elle est interrompue par l'arrivée de Tisra. La gerbille à la voix fluette est au pas de la porte de son atelier, dans son rôle de messagère royale. Sa Majesté Libaël l'a fait mander de toute urgence au palais, car la reine Naïs ne se réveille pas, et ce malgré les sollicitations. La panique du monarque se ressent dans l'empressement de la petite messagère. Kitra ne perd pas une minute, elle empacte quelques fioles et quitte son laboratoire à la suite de Tisra. Pour la fennec, qui est une femelle nocturne, la ville de pierre lui semble toujours aussi belle sous les rayons lunaires, et ce malgré la situation des plus préoccupantes. Elle ne s'attarde pas sur sa contemplation et se hâte derrière la gerbille qui, au vu du nombre de personnes dans la rue, est grandement avantagée par sa toute petite taille pour se faufiler le plus vite possible. Plus elles avancent, plus les habitations s'espacent, jusqu'à laisser place à une magnifique palmeraie qui se dresse devant elle. Après l'avoir traversée au pas de charge, gravi les hautes marches menant au palais, Kitra est au comble de l'inquiétude. Son cerveau tourne à plein régime et tous les scénarios possibles se bousculent. Quand elle arrive enfin devant les sculptures dorées ornant la porte de la chambre royale, Kitra manque d'air mais se reprend le plus vite possible. Tisra pousse le bâton, faisant passer sur la renarde des sables un courant d'air glacial aussi anormal que fugace. Quand elle voit sa souveraine allongée sur sa couche, immobile, son cœur rate un battement. Elle s'approche prudemment quand le suzerain les rejoint. Le fennec en face d'elle est un roi qui, au fil des années, a accepté la cohabitation des différentes espèces au sein de Séphar, la cité souterraine des renards des sables. Mais depuis quelque temps, la situation politique est tendue. Le couple royal est assis sur une vraie poudrière, prête à exploser à la moindre petite étincelle. Les tolérants, un groupe d'opposants à la monarchie en place, poussent. La mort de la reine, ou son maintien dans cet état comateux, suffirait à mettre le feu aux poudres si ça s'ébruitait. Le roi attend de la grande Vulpès qu'elle lui ramène sa reine dans les plus brefs délais. Pour comprendre la raison de l'état de Naïs, Kitra entre en transe et rejoint la conscience de la reine. Quand elle aperçoit la fennec recroquevillée sur elle-même, elle l'interroge sur son état, son ressenti, ses douleurs physiques et morales. La reine est comme dans un état second. Elle lui répond qu'elle ne peut pas se réveiller et que la main qui fait osciller le berceau gouverne ses phares. Après cette déclaration nébuleuse pour la guérisseuse, elle apprend par le toucher la gestation de sa souveraine. 3 vies grandissent en elle et Naïs l'implore de ne rien en dire à son mari car ils n'ont pas encore profité ensemble de la saison des amours. Kitra comprend le sous-entendu et pour l'amour qu'elle porte à sa reine, elle accepte. De retour dans la chambre, la femme guérisseuse ignore ce qui entrave la reine et comment l'en défaire. Le roi est pressé et manque cruellement de patience tant l'angoisse de perdre sa reine lui ceint le cœur et l'esprit. Malgré son état d'agitation, il interdit formellement à Kitra d'utiliser son apprenti H qui est ouvertement en lien avec les tolérants. Aucune négociation n'est envisageable. Sa nouvelle assistante sera la messagère du roi Tisra. La renarde des sables rentre à son atelier où elle y est enfin rejointe par son apprenti H. Va-t-elle respecter les volontés partiales du roi Libaël? Arrivera-t-elle à sauver Naïs? Que cache cette attaque? À vous de le découvrir par votre lecture. Un roman qui aurait mérité bien plus de pages tant il était agréable et dynamique. Hâte de découvrir encore la plume de cette autrice.
Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 9 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.